Muteki et Yo Koso. Bienvenue à tous. Salut à tous. Salut, j'ai plus de son. Quoi? Bonjour. T'as plus de son, c'est-à-dire que oui, mais c'est pas grave. Mais nous on t'entend bien, ne t'inquiète pas. Ah, ça va. Oui, je te rassure effectivement. Là, ça y est, Violaine arrive Et le casque déconne. et le casque déconne. Voilà. On espère que vous allez bien, que vous passez un très bon samedi matin, une très bonne matinée à l'écoute de Muteki. Une heure de son japonais, pas tout à fait aujourd'hui, puisqu'on reçoit aujourd'hui Frédéric Rénal. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour tout le monde. Un grand monsieur. Quel accueil. Ah ouais, merci. Frédéric Rénal, comment on te présente? Donc producteur de jeux vidéo, game maker, game designer, programmeur, enfin beaucoup de casquettes à travers le temps. Ouais. De toute façon, à l'époque, il fallait le faire. Presque tout seul. Donc, des fois, tu imagines y aller tout seul. Ah ben oui, mais à l'époque, on commençait tout seul en général. Tous mes collègues de l'époque. Aujourd'hui, tu ramènes des équipes. Avant, c'était bon. Le business du jeu vidéo était très c'est beau, différent. non? Allez, on y va. Mais c'est exactement ça. C'est ça. Donc on est là pour discuter de jeux vidéo. On a entamé cette émission avec la BO, le thème d'ouverture de Little Big Adventure, sorti en 94 sur PC, PlayStation 3DO, sur plein de plateformes différentes. Et le thème donc composé par Philippe Vacher. Tout à fait. À l'époque c'était c'était pas Infogrames, si c'était qui produisait le jeu, qui distribuait. Ah non, le jeu. c'était édité, ça a été Electronic Arts, Activision, mais sinon la société c'était Delphine. C'était Delphine. Parce que voilà, nous c'était Adeline Software, une des filles de Paul de Senneville, donc producteur musical, qui était producteur de musique, voilà, d'où les musiques faites en studio, et on avait beaucoup de chance, ça permettait de faire de la super qualité à l'époque. Adeline Software, effectivement. Oui. Little Big Adventure, justement, c'est la musique, moi, qui m'a énormément marqué. Alors, le graphisme, évidemment, mais la musique était folle. Ah ouais, mais ça, c'était en fait, on peut magnifique de Philippe. C'est un des rares. Très beau thème d'ouverture, ouais. C'est une des rares BO, tu peux écouter comme ça. En fait, à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Ben, c'était un peu le début, on va dire, des vraies musiques. Il n'y a pas de fausse musique. Mais là, c'était sur le CD, avec enregistré en vrai studio. Et c'était d'un seul coup, on prenait une petite claque déjà à l'époque. Mais c'est le début des années 90. Il y a eu tellement de révolutions avec la techno où d'un seul coup, on passait de bip bip et de gros pixels à LBA était en haute résolution déjà, 640, 480. Oh mon Dieu! C'était... Avec de la 3D isométrique avec des personnages en 3D dedans. Tout à fait. Donc c'était pas Nightclare, c'était pas avec des graphismes rendus avec 3D Studio et tout, c'était le début et toutes les séquences aussi animées entre les chapitres fabriquées sur une silicone graphique. C'était des stations qui Bon, tu vois, on a de la place, qu'est-ce qu'on fait? Bon, il faut remplir. Il faut remplir le CD là, faut remplir. Allez, vas-y. En fait, le Brésil, on va pas faire l'histoire du vidéo parce qu'on va parler des heures, mais moi je me souviens qu'effectivement, on commence à faire mais pourquoi il y a des séquences vidéo là en pixels et tout, puis en fait, les gens ils ont fait on va faire on va pixeliser les vidéos. Mais en fait, ils remplissent le CD, je fais, mais arrêtez. Carrément. C'est quoi le rapport? Au contraire. Mais c'était des récompenses, en fait. C'était les récompenses de fin de chapitre, donc on récompensait une belle vidéo. Pour les bons jeux vidéo, ça va. C'est plutôt les mauvais où ils font, non, mais on va juste faire digitalisation de film. Et voilà, c'est le jeu. Ça, c'était les jeux en FMV, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Donc, on parlait de, voyez, vous êtes déjà parti, en fait, avec ne serait-ce que le thème d'ouverture qui est très immersif. Puisqu'on parle d'immersion, tu es aussi le papa d'une autre série qui est Alone in the Dark, et là on parle de musique d'immersion. On est aussi en plein dedans puisque c'est le premier jeu. Alors aujourd'hui, on dit que c'est le premier jeu survival horror. En tout cas, c'est le premier qui représente de manière 3D avec des vues très cinématiques, avec des vues qui étaient fixes en plus à l'époque. Donc on joue à un film véritablement. C'était l'une des premières fois. Le but, c'était pas de faire un film. Le fait d'avoir des vues fixes, c'est parce que comme les machines n'allaient pas bien vite, il fallait trouver une astuce parce que si tout avait été en 3D, ça aurait été moche. Donc c'est l'astuce que j'avais trouvée pour arriver à faire quelque chose de joli parce qu'on pouvait pas afficher beaucoup de polygones. Les musiques étaient de Philippe Vacher aussi d'ailleurs, mais là c'était le cran d'avant. Mine de rien, il n'y a que 2 ans d'écart, mais là c'était des musiques encore faites sur des cartes avec de la musique FM, avec les cartes qui fabriquaient les sons. Et c'était. Moi je suis un joueur PC, donc j'ai joué tellement ce truc. Et pourtant, j'aimais pas les trucs d'horreur. C'est un grand. Désolé. Non, c'était génial. Le jeu était génial, donc ça a compensé largement. Et donc Alone in the Dark, qui moi je l'ai eu aussi sur PC, sauf que j'ai jamais vraiment compris comment il jouait parce que les commandes étaient un peu cryptiques. Ah bon?
Ah bah pourtant, moi. Alors, ouais, d'accord. Les commandes étaient cryptiques, mais à l'époque, mine de rien, on arrive, on a un jeu en 3D à faire et on a juste le clavier. Il n'y avait pas de manette. Même la PlayStation qui est sortie 2 ans après, elle avait qu'une croix directionnelle. Hein. Les sticks analogiques, c'est sorti encore bien plus tard. Alors, il y avait effectivement les manettes pour les simulateurs de vol, des trucs un peu bizarres. Mais en fait, voilà, des manettes de radiocommande. C'est ça. Mais personne n'utilisait ça dans les jeux à part les simulateurs de vol. Et voilà, donc du coup, on s'est dit comment on se déplace en 3D avec un clavier. Ben c'était pas évident. Mais bon, la méthode là, elle a servi dans LBA après. Et même Resident Evil le premier sur PlayStation se déplaçait de la même manière. Donc bon, oui, d'accord, c'est vrai que maintenant ça fait là où j'ai beaucoup de mal, c'est que quand il y a des salons, des trucs où ils montrent Elon, de voir des jeunes qui arrivent, ils touchent le clavier, 10 secondes, ils restent, ils comprennent même pas comment on se déplace. Ça met un peu les boules quand même. C'est plus du tout la même chose aujourd'hui. Les gens ils veulent tout de suite et du coup en fait le fait de devoir réfléchir. Faut pas qu'il y ait d'efforts. Non, après. Non, mais quand je joue, alors je vais pas m'éterniser parce qu'on n'est pas. Mais moi, je suis un joueur PC. J'avais compris tout de suite. Parce qu'en fait, quand je joue au PC, souvent, en fait, c'est intuitif pour les joueurs PC à l'époque. Mais même joueur de console, effectivement, c'est très compliqué. Voilà. Mais non, mais il y avait aussi un autre truc à l'époque aussi qu'il faut voir, c'est que les joueurs, ils avaient un autre cran de découverte qui n'existe plus, qui était de qu'est-ce que c'est que ce jeu. C'est-à-dire qu'à chaque fois, comme il n'y avait pas de règles, parce que maintenant, quand on déplace un personnage, ça marche tout pareil. On le sait immédiatement. Mais à l'époque, tous les jeux, les années 80, le début des années 90, comme il n'y avait pas de règles, à chaque fois, il y avait un plaisir de qu'est-ce que c'est que jeu, comment j'y joue. Ça, maintenant, ça n'existe plus, on se pose pas la question. Ah bah tu commences, t'es devant la maison, tu fais... Non, je sais quoi. Ah ben je dois rentrer peut-être. Alors, bon ben on va y aller alors. On va un peu plus loin. Enfin, on va un peu on est en avance par rapport à ce que je voulais dans la discussion, parce que justement, il y avait des gameplays qui étaient tous différents et même souvent très inventifs, et donc il fallait soi-même essayer de. Déjà, le premier challenge était de trouver les commandes. Et puis il y avait aussi le fait qu'on était dans une époque où il y avait beaucoup de plateformes différentes. Aujourd'hui, il y a 4 plateformes globalement. Il va y avoir la Switch, la Xbox, la PlayStation et le PC. Globalement, ça va s'arrêter là. Et le mobile bien sûr, mais à l'époque il y avait il y a 12 millions de plateformes différentes. On avait l'Amstrad, l'Amiga, le ST, la Mega Drive avait pas les mêmes commandes que la Super Nintendo et vice versa, etc. Oui, puis au-delà de ça aussi, il y avait un phénomène qui faisait que les jeux coûtaient cher et que effectivement, comme le disait Frédéric, quand on recevait un jeu ou qu'on achetait un jeu, on y passait du temps. On voulait comprendre, on voulait vraiment progresser, avancer, etc. Après, toi, c'est ce que tu disais, Vio, tout à l'heure, c'est que maintenant, tout va très très vite. Donc voilà, mais à l'époque, on s'attardait, on prenait du temps et on s'exerçait, quoi. Il y avait beaucoup moins de jeux. Il y avait moins de jeux. Il y avait plus de consoles, moins de jeux. Et puis tu vois, acheter un jeu, c'était moi je me souviens, je suis plus jeune, donc moi je l'ai pas connu. 94, j'étais trop jeune pour jouer à l'ordinateur. Merci mes parents. Je jouais avec mon frère à l'époque. Il jouait à un jeu qui s'appelait Duke Nukem 3D. C'était chouette. Et j'étais trop contente. Gamine, tu jouais à ça quand même. Je jouais à ça. Et je ne dirais pas la scène préférée où je devrais jeter l'argent à la madame. Voilà. Et quand mon frère me disait je te laisse faire l'espace pour tirer, moi j'étais refaite, j'étais trop contente, j'étais à côté de mon frère à attendre qu'il me dise tu peux. Du coup j'appuyais sur le bouton. Voilà. Un jeu de psychopathe. Puisqu'on parlait des 12 millions de plateformes différentes, on va rembrayer sur l'actualité et le fait que tu viennes. C'est pour présenter un Kickstarter, un financement participatif pour pas n'importe quel jeu en plus de ça, puisque c'est le jeu Popcorn. Alors, on avait dit la semaine dernière ce qu'était Popcorn, qui était donc un jeu qui était sur PC, qui était distribué, qui était gratuit en fait, fait à deux, c'est-à-dire que tu étais avec, c'était Christophe Lacaze. Christophe Lacaze, ouais, c'est ça. Voilà. Donc à deux, Frédéric Rénal, Christophe Lacaze, et c'était distribué gratos sur à l'époque, c'était au magasin de mon père à Brive, Vidéomatique. Et moi, je faisais des trucs sérieux parce que les jeux, pour moi, et quand j'ai toujours fait des jeux, c'était pour faire jouer les copains. Avant même l'informatique, je fabriquais des conneries avec des dés, des bouts de carton. C'était pour faire jouer mes copains. Et pour moi, les jeux, ce qui se vendait, c'était des trucs sérieux. Parce qu'à l'époque, je faisais des émulateurs Minitel sur Amstrad CPC. Mais non, alors, des trucs vachement sérieux. Alors, t'expliques ce que c'est qu'un Minitel.
logiciel après. C'est ça, ouais. Bon, Encro, c'était le précurseur d'Internet. Mais du coup, je faisais voilà, il y avait des modems Digitelec pour Amstrad et j'ai fait des programmes de copie de disquettes à distance, d'émulateurs Minitel, de serveurs Minitel. Donc voilà, ça, pour moi, c'était un travail sérieux. Et Christophe, lui, à l'époque, il était à l'IUT et il venait me voir le soir ou le week-end. Et un jour, il m'a dit, Fred, je veux faire un jeu, on fait quoi? Et je lui ai dit, écoute, voilà, du coup, on va faire un truc qui soit pas bien compliqué, parce que c'était vraiment fait pour s'amuser. Et Kazoo, c'est ça le petit nom de Christophe. Et du coup, je dis, tiens, on va faire un clone d'un casse-brique connu de l'époque, parce que voilà, histoire de faire un truc pas compliqué. Et en fait, ce que j'ai fait sur ce jeu, c'est marrant, parce que c'est moi qui ai fait les graphismes, parce que c'était sur Atari ST, avec le programme Neochrome en 16 couleurs, je faisais les dessins, on les mettait sur une disquette avec un programme en GFA basique, ça je parle vraiment à des gens qui ont un autre âge maintenant. Et on passait les données comme ça sur le PC pour faire le jeu. Et en fait, j'ai été, même si c'est un clone où j'ai quand même pompé pas mal de choses à Arkanoid, j'ai été en fait game designer et graphiste sur ce jeu. Non mais ça c'est vachement important pour la suite, parce que pour suite faire une anecdote rigolote après, c'est que quand Infogrames a vu Popcorn, et du coup il y avait marqué programmation Christophe Lacaze et graphisme Frédéric Rénal. Et du coup j'ai reçu une proposition d'embauche pour être graphiste. Ah ben voilà. Infogrames. Mais attends, ça veut dire que t'es parti de 16 couleurs sur un Atari ST et le jeu qui nous a été distribué est en CGA 4 couleurs. 4 couleurs. PC. Ouais. C'est un demake. En quelque sorte, c'est presque un demake du truc que tu as fait sur ST finalement. Mais en fait, mais il était dessiné en 4 couleurs parce que je le dessinais en pensant les donner pour le PC. Ah ouais. Toi, tu avais 16 couleurs, mais tu réfléchissais en 4. Non, il y avait 16 couleurs, mais on travaillait avec une palette de 4 couleurs parce qu'à l'époque, le PC, il pouvait pas. Pas cette couleur, elle sera pas. Non, mais justement, c'est bien pour ça que j'ai pu le faire parce que je ne suis pas graphiste. Donc c'était une époque où même les programmeurs pouvaient faire des graphismes, mais 4 couleurs, c'est bien parce que du coup, ça simplifie énormément la façon de faire les trucs. Sinon, j'aurais pas été capable. T'as encore les disquettes avec les de oui, je les ai avec avec les fichiers .néo. Ça se perd en déménageant. Non, ça c'est trop. Alors, je sais pas si la disquette marche encore, mais j'ai une disquette on a un lecteur de disquette avec le programme en GFA basique pour convertir les données et les fichiers Neochrome de l'Atari. Moi, j'ai eu de la chance, c'est que mon père était programmeur, donc j'avais un PC à la maison dans les années 80, ce qui est rare. Un Turbo Jasmin, pour ceux qui s'en souviennent. Et je connais des gens basiques. Et en Turbo Pascal. Ah ouais. Donc, mais j'ai oublié depuis. Mais j'ai eu la chance. Mais du coup, je comprends. C'est pas si évident que ça à l'époque. C'est que des lignes de code. C'est compliqué. Il fallait absolument tout faire parce qu'il n'y avait pas Internet. On pouvait pas trouver des trucs existants et tout. Donc c'était une époque où quand on voulait faire un truc, on essayait jusqu'à ce que ça marche. Et il y avait pas de il n'y avait pas grand chose. On va enchaîner sur peut-être justement la partie musicale de la chose. On va découvrir ensemble très très vite, ça va être assez rapide, les deux thèmes musicaux que tu nous as amenés. Donc celui de 88. Donc Popcorn de 88. Ah non, c'est la version Mega Drive. C'est la version les deux, c'est la musique de la nouvelle version Mega Drive. Oui, parce qu'en fait, il s'appelle Popcorn 88 parce que Popcorn sur Internet, ça emmène vers beaucoup de choses. Et en fait, Popcorn, il a été fait en 88 et du coup, son nom, c'est devenu Popcorn 1988 pour le différencier de juste Popcorn. Donc là, les musiques que je t'ai apportées, c'est les deux musiques de la Mega Drive qui ont été faites par Alexis Lambin, et qui est pas c'est pas son métier d'être musicien, mais c'est un grand vieux fan tout comme moi quoi, et de jeux, et qui a fait deux musiques, il y en a plus d'ailleurs, ça c'est les deux musiques importantes du jeu, et donc personne ne les a jamais encore entendues parce que la version Mega Drive est toujours en cours de travail, elle n'existera que si le Kickstarter passe, donc ça se trouve, mais il va passer ces musiques là, ces musiques là, ça se trouve personne d'autre les entendra que maintenant. Il est à 50% effectivement ce Kickstarter à l'heure actuelle. On a regardé hier soir, il était à 49, bref. Oui, à 50. Il est à 50 ce matin. Et combien de temps il reste 30 jours. Ouais. On va vous donner le lien évidemment pour le Kickstarter, parce que c'est un lien avec des chiffres et des... Enfin bref, il y a des chiffres au milieu de tout ça. Non mais c'est vrai, c'est pas simplement Kickstarter / Frédéric Rénal vous présente. Voilà. C'est un truc un peu plus galère. C'est un peu plus galère. Non, c'est pas ça, c'est les liens. C'est les liens, effectivement. Internet. Pourquoi en parler de Mega Drive ? Parce que justement, ça va être édité sous la forme d'une cartouche Mega Drive. Alors il y aura plusieurs lots, plusieurs packages, et on va en parler juste après. Mais d'abord, on va s'immerger dans l'univers musical des deux thèmes que tu nous as proposés. Donc voilà, Popcorn 88, le menu, et Popcorn Duel, parce que justement, on va parler aussi de ce nouveau mode de jeu qui vient se rajouter au jeu
originelle. Allez, 04 78 39 18 15 si vous voulez nous appeler à l'ancienne. www.facebook.com/Moutekikanu, idem pour X. Vous pouvez nous retrouver sur moutekitiradio.fr et sur les réseaux sociaux. Et c'est parti, oui. Twitch, je crois qu'il n'est pas lancé. Non, bah là, le Twitch, il est pas lancé. Désolé, notre petit Twitcher, il est souffrant. Bon, oui, bah on lui fait des gros bisous, effectivement. Oui. Voilà. C'est parti pour le menu de Popcorn pour commencer. Et voilà pour le premier. C'était très court. C'était très court, mais c'était les deux thèmes. Donc voilà, l'un est le thème de 88, qui a overlap, si j'ose dire un petit peu, le thème de Popcorn Duel. Popcorn Duel, ben, on y vient. C'est donc le concept du casse-brique, mais à deux. Ben voilà. Alors, je vais te titiller un petit peu en disant, mais attends, un casse-brique à deux. Le casse-brique étant né de Pong au tout début, puisque à la base c'est un Pong à 1 avec un mur destructible, voilà simplement ça. On est revenu à Pong en quelque sorte, non? Ben voilà, mais complètement. Mais en fait, c'était dans l'ordre. Parce que bon, il y a eu toute une histoire de pourquoi je suis revenu sur la Mega Drive, qui est pas très très fun d'ailleurs. On pourra y revenir au cas où. Non, la raison d'origine. Ouais, parce qu'en fait, la Mega Drive, j'avais jamais travaillé dessus, donc j'ai connu cette époque-là. Infogrames à l'époque, il y avait des gens à côté qui bossaient sur Mega Drive. Moi, j'avais jamais bossé. Et en fait, quand bref, non, je vais pas raconter ça. On va parler de Popcorn Duel. Du coup, donc, ouais, parce que autant Popcorn, c'est une sorte de remake du casse-brique. Alors, dans le clone de Arkanoid, bien sûr, qui est lui-même donc un casse-brique avancé. Je parle des tout premiers casse-briques où c'était des scotch de couleur sur les bornes d'arcade. C'était Breakout, voilà. Et donc, ça a été une version évoluée avec des bonus et tout, qui rajoute vachement de gameplay. Et en fait, quand j'ai fait ça sur la Mega Drive, pour une autre histoire, du coup je suis arrivé en me disant bon, mais c'est super, maintenant j'ai un remake de mon Popcorn des années 88, mais alors c'est pas super fun à jouer avec une manette, donc je me suis dit il faut que j'invente, parce que je fais l'électronique aussi, j'aime bien inventer plein de gadgets, des jouets, j'ai fait des jouets pour Ubisoft à un moment aussi, d'ailleurs, et du coup je me suis dit je vais essayer de faire un spinner comme les bornes d'arcade, donc du coup je fais mon petit proto et tout, etc. Et je le fais marcher avec, donc le spinner c'est vraiment le truc original là, de ce Kickstarter, c'est un spinner comme les bornes d'arcade qui tourne à l'infini, c'est pas un potentiomètre comme il y a eu sur certaines consoles. Oui, donc ça permettra de faire plein de jeux. Il y a déjà d'ailleurs des gens qui m'appellent en me disant moi j'ai ce jeu là, ça irait bien avec le spinner. Il y en a déjà 3 que j'ai rajouté là sur la page Kickstarter, de gens qui disent voilà, ça va marcher avec, on veut que ça soit compatible. Cool. Donc du coup c'est super facile de le rendre compatible en plus. Ça je vais pas rentrer dans les détails techniques. Bref, et donc du coup j'essaye mon spinner et je dis mais c'est trop super à jouer. Et comme sur la Mega Drive il y a 2 ports, j'ai dit mais là il faut absolument faire du coup un Popcorn à 2, qu'est-ce que je peux faire? Il dit voilà, comme c'est un remake d'un Breakout, enfin un Breakout évolué, je vais faire un Pong évolué, mais avec un petit twist rigolo, parce que en fait donc ça se joue un peu comme un Pong. Alors pareil, avec des bonus, on se balance des missiles, il y a plein de trucs délirants dedans, mais surtout le but du jeu c'est que derrière chaque raquette, pour retrouver aussi l'esprit casse-brique, il y a le public de chaque joueur, et le but c'est de détruire le public de son adversaire. C'est-à-dire que chaque fois qu'on rate la balle, au lieu d'avoir juste perdu
perdu. En fait, on perd jamais, la balle, elle sort jamais de l'arène. Mais par contre, quand on la perd, elle va taper dans le public derrière et elle explose les spectateurs de son adversaire. Et le but du jeu, c'est de détruire le public, entièrement le public de son adversaire, en balançant des missiles, des balles de feu, des arcs électriques, des trucs. Pink Floyd avait raison, nous ne sommes que des briques dans un mur. Voilà, c'est que virtuel. C'est ça. T'imagines Roland Garros comme ça? C'est chaud. Ben, c'est ça. Mais ça arrive des fois quand même. Oui. Sort de balle, alors oui. C'est à peu près ça. Ça explose pas, quoi. Franchement, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand il a dit t'exploses le public. Je dis oh putain, tu t'imagines tellement au tennis en train de défoncer le public. C'est clair. Surtout le mec qui gueule au moment où tu fais le service. Tu sais, tous ces gens qui regardent et qui font la tête qui fait droite, gauche, et toi tu les défonces. C'est complètement ça. Donc voilà, c'était pour ajouter une couche comme ça d'un truc un peu rigolo et d'aller un peu plus loin que pour mélanger une sorte de de breakout et de pong, plus les bonus, plus voilà un côté fun. C'est une réflexion game design effectivement pour justement inciter les joueurs à continuer et à jouer. C'est super sympa aussi parce que pour l'avoir testé quand tu as fait la convention de Rétro Polo, la petite molette, c'est vachement bien parce que du coup c'est suffisamment pratique pour que des gens qui ne jouent pas d'habitude, qui sont pas des joueurs de base, puissent y jouer sans se poser la question de savoir si pour le combo tu dois appuyer sur 3 fois X et une fois machin. Non, droite, gauche. Un mouvement naturel. Et c'est vachement pratique. Moi, je pense aussi à mon fils derrière qui a des problèmes de motricité. C'est vachement bien en fait. Moi, ça rend le jeu complètement naturel. C'est pas pour rien que les bornes d'arcade à l'époque avaient des spinners. Ça s'est perdu après. Sauf que mon fils, il a pas connu les bornes d'arcade. Voilà, c'est une autre le casse-briques, c'est la base du fun, quoi. C'est comme Tetris, c'est des trucs très instinctifs. Voilà, c'est du fun. C'est du fun à l'état pur, quoi. C'est un truc, tu te mets dessus et tu regardes. En avion, tu peux me mettre ça pendant 3 heures, ça va me capter. C'est que tu vois pas le temps passer. En fait, tu te dis, oh putain, merde, ça fait déjà 2 heures que je joue. Je vais peut-être faire une pause, quoi. Mais il y a des gameplays comme ça qui sont un peu éternels, des trucs c'est très instinctif. Du début des jeux. Alors, on fait des jeux tellement compliqués, il y a tellement de choses. Et là, on s'aperçoit qu'on retombe dedans tellement. Il y a besoin de ça aussi. C'est pour ça, quand je suis parti en me disant qu'est-ce que je fais comme truc à deux, je me suis dit, voilà, le Pong déjà classique en noir et blanc de l'époque, il est déjà amusant quand on y jouait sur sa télé en noir et blanc. Ça a été une révolution. Et là, du coup, en rajoutant en plus toutes les couches de gameplay qu'il y a, parce que ça rajoute plein de couches de stratégie, de mémorisation, de où sont les adversaires, les bonhommes qui restent, etc. En fait, et puis on peut défoncer le public, donc c'est ça qu'on retiendra. Mais on joue que pour ça. Je veux dire. Ouais, non, mais c'est fait pour. La violence. Tant de violence, voyons. Exactement. On va enchaîner sur une petite pause aussi encore musicale. Donc on rappelle que Popcorn est actuellement en campagne de financement participatif, en bon français dans le texte, en crowdfunding si vous connaissez plutôt sous cette appellation-là, donc Kickstarter avec donc Popcorn Duel. On va lister aussi, c'est vrai que je l'ai pas mis sous les yeux, ça, my bad. Je suis désolé, j'ai pas les challenges, les lots, les il y a des trucs super sous les yeux. Contreparties. Les contreparties en bon français, ouais. En bon français. Ouais, non, parce que là, il faut que j'explique. Il y en a déjà une qui est déjà, il me semble, qui est déjà bloquée en fait. Qui est déjà validé. Il me semble que le lot le plus élevé de participation, lui est déjà réservé. Non, il en reste encore. Il y en a 6 de prix sur les 10. Alors mais là c'est un délire. Un dîner aux chandelles avec toi? Non, c'est un gros délire parce que je suis dingue, je crois. Et j'aime bien faire des gadgets et faire des trucs comme ça. Et du coup, ce que j'avais dans les contreparties, donc il y a le bonhomme qui est dans le menu du Popcorn qui était déjà en 88, qui en plus maintenant dans Duel, c'est lui qui présente les joueurs au début du match de Duel. C'est Monsieur Popcorn, c'est un petit bonhomme en 4 couleurs que j'avais dessiné avec ce que je sais faire. Enfin bref, donc il y a une petite statuette imprimée en 3D. Donc ça c'est une des petites contreparties. Mais du coup, après je me suis dit, c'est super, on va avec mon imprimante 3D, j'ai vu la plus grosse que je pouvais faire. Elle fait 34 cm de haut, elle pèse 1 kg. Donc c'est un énorme Monsieur Popcorn. Et comme dans le menu, Monsieur Popcorn, il tient une petite pancarte avec les défilés, les crédits, les manuels, etc. Je me suis dit, du coup, je vais mettre un petit
petit écran LCD avec de l'électronique dedans et un microcontrôleur. Et du coup, je me suis dit, ça va être sympa, donc on va faire quoi ? Je vais faire une horloge, ça permettra d'avoir un gros monsieur Popcorn avec une horloge. Mais je me suis dit, je vais même faire plus rigolo que ça. J'ai rajouté une prise pour le spinner de la Mega Drive. Et du coup, il y a des petits jeux dans monsieur Popcorn aussi. C'est trop bien. Des petits jeux en 3D, on branche le Popcorn de la Mega Drive. Ça va loin, c'est bien. Les gars, un cadeau d'anniversaire ou un cadeau de Noël, c'est nickel ça. Et du coup, voilà, donc j'en ai déjà fait 2 petits jeux dessus, donc c'est ce que j'ai annoncé dans le Kickstarter, mais ça se trouve d'ici à ce qui sort, parce que des fois, quand j'en ai marre de travailler sur un truc, du coup, je bosse sur un autre jeu, et du coup, faire des petits jeux comme ça sur un petit écran LCD de 156 par 64 et tout, c'est vraiment trop rigolo, surtout avec le spinner. Donc voilà, donc la contrepartie figurine, on peut aussi y jouer avec le spinner, juste parce que je me suis dit que c'était suffisamment délirant, quoi. On te parlera de la manette de la Dreamcast. On te parlera hors antenne de notre faire-part de mariage. Oui, tout à fait. Donc parmi les contreparties, du coup effectivement le jeu avec une boîte de Mega Drive, ce qui plaira d'ailleurs à Guise, effectivement. Tout à fait. Je sais sérieux qui peste contre les gens qui vendent des jeux de Mega Drive sans boîte. La boîte. Mais je suis d'accord avec lui. Je suis entièrement d'accord avec lui. On a une boîte aussi avec une floppy disk 5/1/4, une disquette 5 pouces 1/4 à l'ancienne véritablement. Ouais, avec vraiment le programme Popcorn de l'époque dessus. Carrément. Ah bah oui. Ah ouais. Faire quand je vais devoir les copier, surtout que ça va être long. Mais ça y est, j'ai tout prévu. J'ai sorti un vieux PC avec un lecteur 5 pouces et un batch qui permet de copier automatiquement, et je mets les disquettes, ça la formate, ça copie les fichiers et je passe à la suivante. Il faut 2 minutes par disquette. Ouais. Ça va, 2 minutes. Avant, ça mettait combien de temps? Mais non, mais c'est ce temps-là. Ça passe vite une journée à faire des copies. On a aussi les 2 spinners, donc on a aussi la figurine dont tu parlais, effectivement, la figurine du monsieur Popcorn. Et puis on a d'autres. Je regarde encore les autres contreparties. Globalement, disquettes, autocollants et les détails de figurines. Voilà, exactement. Et surtout, c'est le spinner, le principal. Et les 2 spinners, évidemment, tout à fait. Non, j'en parlerai après la pause musicale, parce que j'avais un petit mot sur. On en parlait aussi un petit peu avant l'émission, un petit mot sur ce monsieur Popcorn et son message défilant. Mais ça, on en parlera. Après, ça marche. Romain, on passe à ta sélection aussi à toi. Alors là, toi, c'est Yu Yu Hakusho. On parle de taper le public, on n'en est pas loin finalement. Le game music, c'est un art. C'est un art. Et effectivement, au Japon, puisque là c'est de l'exclusivité japonaise de 93, le Japon n'avait pas attendu les années 90 pour sortir des BO de jeux alors d'abord en vinyle puis en CD. Ça avait commencé dans les années 80. C'est le premier pays du monde à prendre ça vraiment très au sérieux. Et effectivement, là, voilà. Alors c'est un peu moins glamour que ce avec quoi on a commencé, mais ça reste un jeu marquant pour les fans de l'époque de la Super Famicom au Japon, donc Super Nintendo en France. Yu Yu Hakusho, numéro 2, jeu de baston. Jeu de baston au tour par tour. Oui, voilà. Qui était sorti à l'époque en même temps que le premier jeu de baston Dragon Ball Z. Donc c'était un peu la guerre entre les deux. Évidemment, Dragon Ball Z était bien plus connu. Exact. Et donc 2 thèmes. Le premier sera le thème d'origine du jeu, alors. Du jeu, tel quel, assez court. Et à chaque fois, en fait, ils avaient fait le concept de mettre une rearrange version. Donc en fait, vous avez en premier lieu le thème d'origine et ensuite une version un petit peu réarrangée, remixée. Voilà. Ok. Jeu auquel j'ai joué sur disquette, puisque à l'époque on avait des boîtiers pour jouer à la Super Nintendo à des jeux importés. Et moi, t'imagines, je le louais en vidéo club. Mais oui. Non, mais... on se débrouille. L'égalité, 100%. Le jeu vidéo des années 90. Le mec qui sortait les jeux de sous le comptoir. Non mais c'était trop drôle. Mais oui, c'était ça. Allez, on enchaîne avec ça, effectivement, un petit peu de jeux vidéo cette fois-ci à la japonaise.
a quelqu'un? Non, je peux pas être sauvé. Envoyez-moi un poste de radio. On est samedi, il y a Muteki. C'est Muteki de 9h à 10h sur Radio Cagnes 102.2 FM. Hey, il y a plus de piles. Focus donc musique de jeux japonais, cette fois-ci la version réarrangée, qui sont sur le même CD, donc c'est pour ça que vous avez entendu un petit CD de 93, jingle. devenu assez rare d'ailleurs maintenant aujourd'hui, et précision utile, donc c'était le thème de l'écran titre en fait. Ah ouais. Voilà, ça te donne envie de jouer, on mettait la j'avoue. Super Famicom, on avait le logo Super Famicom et après on avait l'écran titre avec La musique, en premier la musique qu'on vous a passée tout à l'heure. Ça c'est le genre de truc que tu laisses tourner parce que la musique elle est trop épique, du coup tu joues pas au jeu en fait. Non, mais... Après le jeu il est pas inoubliable, c'est un jeu de baston sympa, mais c'est juste que niveau nostalgie, voilà, ça peut rappeler beaucoup de souvenirs aux gens qui l'ont connu à l'époque. Puisqu'on parle de laisser tourner l'écran titre, on est avec Frédéric Rénal, on le rappelle, Frédéric Rénal qui actuellement mène une campagne de financement participatif, un Kickstarter pour un jeu qui va s'appeler Popcorn Duel. Ça va être le nom du jeu, enfin globalement. Oui, voilà. il faut faire un truc nouveau et que voilà, ça ne sera pas juste Popcorn. Popcorn Duel, donc il reprend aussi bien entendu le jeu Popcorn de 1988 qui était sorti sur PC, qui sortira cette fois-ci sur cartouche de Mega Drive. Et le Popcorn de 88, ce qui était drôle,
c'est qu'on pouvait laisser tourner l'écran et il y avait le bandeau. Effectivement, ce jeu a été... Alors, ça commence normalement. Ce jeu a été conçu par Frédéric Reynal et Christophe Lacaze. Et ensuite, si on laisse tourner, plus on laisse tourner et plus, en fait, ça part en cacahuète. Vous partez dans... Bon, pas du tout. Mais c'était l'époque, quoi. C'était voilà, c'était quand on a fini le jeu avec Kazoo, on s'est dit bon ben comme il y avait le bandeau donc sur Monsieur Popcorn qui fait défiler voilà, ce jeu est un freeware, il y avait le numéro de téléphone du magasin de mon père et du serveur. Oui, parce que comme je faisais des serveurs Minitel, il y avait j'avais fait sur Amstrad à la même époque sur Amstrad PC 1512. Oui, c'est ça, 86. J'avais fait un serveur Minitel multivoix et c'était Brivetel parce que j'étais à Brive à l'époque et il y avait dessus des jeux en temps réel, il y avait des forums, il y avait plein de trucs et du coup je donnais le numéro du serveur Minitel que j'hébergeais avec un PC 1512 et du coup les gens pouvaient venir faire des commentaires dessus et donc oui, c'est internet en fait c'est clairement ça. Ouais. Et du coup donc on avait effectivement dans le bandeau en me disant mais qu'est-ce qu'on écrit, puis on a fait une discussion tous les deux, on avait 22 ans, c'est marrant, il n'y a rien de bien spécial dedans, mais bon c'était, puis devait être super tard en plus, je sais pas quelle heure la fatigue, c'était en plein la nuit. Donc voilà, la cafetière était morte à ce oui, voilà, c'est ça. Oui, le nombre de cafés qu'on buvait, le truc, en faisant semblant de s'engueuler, enfin pas de s'engueuler, mais de se balancer des vannes comme ça sur le truc. Voilà, et du coup, on tous les deux sur le clavier, à chaque fois à tour de rôle, comme si on était en train de chatter, on se balançait comme ça des trucs et on l'a mis comme ça tel quel. Ah ben oui, c'était mais ça... Pardon, c'était l'esprit des jeux qu'il y a. Les jeux, c'est fait pour s'amuser. Les jeux, c'est pas pour se prendre au sérieux. Les jeux, donc voilà, on délirait, on déconnait, et c'était bon enfant, comme ce que tous les jeux devraient être. Et du coup, tu avais mis le numéro de téléphone de la boutique de ton père ? C'était le numéro du serveur Minitel. D'accord. J'allais dire, il a pas eu trop de. Non, mais par contre, on avait mis l'adresse aussi, et on a mine de rien, on a reçu des milliers de lettres du monde entier. C'est trop bien. Et ça a été absolument hallucinant. C'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'il y a des qui sont connectés, ouais. Alors les connexions, je me rappelle plus parce qu'il y avait déjà, on avait au moins quand même 300 connexions par jour quand même sur le serveur. C'était énorme à l'époque. En 88, en 88, oui, c'est ça. Et c'est surtout les lettres du monde entier qu'on a reçues, avec même des billets de $20 des fois, parce que les Américains, eux, contrairement à nous en France, il était gratuit, donc il n'y avait pas à payer. Mais il y a plein de gens qui disaient c'est mon meilleur jeu et qui mettaient un billet de $20 dedans. Les Américains ont l'habitude de mettre des J'espère que types. Du coup, tu t'es fait une boîte avec toutes ces lettres que tu as gardées ? J'en ai gardé un paquet, tout à fait. C'est absolument charmant et tellement. Alors juste moi, tellement pas. Frédéric, j'avais juste une question par rapport au Kickstarter. C'est pourquoi spécifiquement sur Mega Drive en fait ? Et pas sur deux plateformes ou sur celle-ci précisément, tu vois. Alors il y en a plein qui me demandent tu veux pas le faire sur NES, sur Super Nintendo, c'est la SNES, pardon. Et en fait, je suis obligé de raconter du coup l'histoire d'origine en fait. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un peu plus d'un an, j'ai un copain qui s'appelait David Mekersa, qui faisait des bouquins de programmation, c'est gamecoder.fr, et qui faisait des livres de programmation en C ou en différents trucs. Et donc il y a un peu plus d'un an de ça, il m'appelle et il me dit Fred, est-ce que je voudrais faire un cours de programmation en C pour la Mega Drive, parce que je fais des cours pour les PC en général, des trucs comme ça, et je voudrais faire un cours sur la console et le SGDK, qui est un kit de développement absolument extraordinaire pour la Mega Drive, fait par un Français qui s'appelle Stéphane d'Allongeville. Et ce truc-là est juste, si vous voulez programmer sur la Mega Drive, vous prenez le SGDK et vous programmez comme si vous oubliez complètement le hardware et tous les trucs compliqués à faire, enfin bref. Et du coup, je lui dis, écoute, oui, c'est cool, la Mega Drive, j'aime bien, j'ai jamais bossé dessus. Et il me dit mais t'aurais pas un jeu qu'on pourrait porter pour faire servir de base du cours? Je dis qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme jeu assez simple pour la Mega Drive? J'ai dit tiens, il y a mon vieux Popcorn de 88. C'est là que c'est parti alors. Voilà, et je dis on pourrait faire effectivement, parce qu'en plus ça doit être bien pour faire un cours. On commence avec juste une balle, une raquette qui rebondit, après on met des briques, après on met des bonus, après on met des monstres, enfin ça permet vraiment de faire un truc très progressif. Et j'ai donc commencé, je me suis mis à la Mega Drive en faisant vraiment ça comme si c'était un cours, avec première version avec juste la raquette, la balle, et etc. Et petit à petit en avançant. Et donc voilà, donc ça a duré un petit moment et tout. Et malheureusement, David, il est tombé malade et il est mort.
mort. Oh merde. Et là, du coup, je me suis dit, ah ben merde, donc ça c'est la fin du cours, mais que j'avais quasiment fait le portage du coup complet de Popcorn. Et je me suis dit, allez, ben tiens, en hommage pour David, je vais faire le remake complet. Mais juste ça, bien voilà, pour l'instant, en me disant, il y aurait ce jeu-là qui existait, voilà, avec cette histoire-là. Et puis c'est en le faisant que, bah là, justement, je me suis dit, ben tiens, voilà, j'ai un remake de Popcorn maintenant sur la Mega Drive, qu'est-ce que j'en fais? Parce que justement, et là ça retombe sur ce que je disais tout à l'heure, et puis c'est pas très drôle à jouer avec un joypad, et je me suis dit, ben tiens, je vais essayer de faire un spinner. Et c'est là j'ai commencé mon prototype, j'ai vu que ça marchait super bien, et du coup je me suis dit, je vais faire la version de joueur. Donc en fait, voilà le début de l'histoire. Donc c'est vraiment, je suis pas parti en me disant, voilà, je vais faire ça sur la Mega Drive, surtout que j'avais jamais bossé sur la Mega Drive, et ça a démarré comme ça, et du coup, ben voilà, donc voilà, c'est il y a encore un gros fandom, il y a un gros fandom de Mega Drive, donc comme au Brésil notamment. Oui, tout à fait. Ben voilà, au Brésil, il y a beaucoup de fans de LGA aussi, donc j'espère bien que la Méga Drive déjà à l'époque. Et ils ont vendu longtemps en plus. Ils ont vendu longtemps. Ah oui, ils ont créé des consoles qui n'existent pas ailleurs. Donc c'est quand même terrible, c'est ça qui est fou. 10 ans après, ils en vendaient encore parce que en fait, Sega avait vendu les droits à une compagnie locale et qui a continué à même produire des Master System. C'était la VTech pour les Brésiliens en quelque sorte, le truc où les gamin de 5 ans commence à jouer, c'était sur Master. La Master System, après, c'est quand même une vieille console. En gros, il y a vraiment eu quand même, dans les ruptures, je dirais vraiment dans les jeux, l'époque de la Mega Drive et de la Super Nintendo, vraiment d'un seul coup, il y avait, alors on va dire, des graphismes qui ressemblaient à quelque chose. Parce que c'est vrai que la Master System, les consoles là d'avant, ça quand même, c'était un peu dur en termes de un peu tout. Même en proposition de gameplay. Voilà, il y a eu quelques perles. Non, il y a des perles. Folles, c'est quand même. Mais on est d'accord, Super Nintendo et la Mega Drive. Ça a été vraiment d'un seul coup, voilà, des jeux que le grand public pouvait comprendre. Sur par PC, rapport à avant où c'était un peu ésotérique, quoi. Sur PC, c'est un peu l'équivalent, tu passes de VGA à Super VGA, enfin quand tu passes en Super VGA. Petite question. Ben voilà, le PC, c'est ça, quand le VGA MCGA est arrivé avec ses 256 couleurs, ça a été l'explosion des jeux sur PC. Puisqu'on est sorti un petit peu de la France, est-ce que tu étais au courant de ce qui se passait à l'étranger, je pense au Japon par exemple, parce que ça m'a fait penser, votre bandeau déroulant notamment quand on laisse tourner le popcorn d'origine, ça me fait penser aux easter eggs que les Japonais laissaient entre eux, où ils racontaient généralement leur nuit blanche de coding sur PC 88, leurs engueulades, etc., parce qu'ils n'avaient pas le droit de s'engueuler, enfin en tout cas le Tatemae faisait qu'ils s'engueulaient pas forcément comme ils auraient dû, mais globalement il y avait aussi plein de trucs comme ça. Alors le mec il est sorti avec la programmeuse, etc. C'était alors pas du tout, déjà je savais pas, tu me l'apprends déjà, que déjà à l'époque, et en fait pas du tout, parce que moi j'étais vraiment, j'ai commencé en 1980 avec un ZX81, après un ZX Spectrum, après Amstrad CPC, 464, 664, 6128, Atari ST, donc j'étais vraiment dans le monde de la micro-informatique, et après PC qui était la suite logique de ça. Et alors même si j'ai eu des premiers Pong à brancher sur les télés en noir et blanc, après j'ai pas eu de console du tout jusqu'à très tard. Ma première console après perso, ça a été une Super Nintendo, et mais plus tard en 92 ou 93. Et voilà, donc en fait j'ai pas eu du tout la culture japonaise, j'étais dans le monde micro, donc c'était plutôt Angleterre, et tout le monde du PC japonais, les PC 88 étaient très hermétiques, donc effectivement, mais je me demandais que si en tant que programmeur vous étiez pas au courant de ce que faisaient les uns les autres, mais c'était pas forcément non. Il y a pas internet, il y a pas tout ça, non, c'est ça, c'était dur pour communiquer. C'était très, avec les Américains, on était plus proche de la culture américaine en fait à l'époque en plus, donc autant dire que c'était vraiment avec les Américains qu'on travaillait. Il y avait plus de liens entre Europe et États-Unis qu'entre Europe et Japon à l'époque. Clairement. Et puis même, de toute façon, avec la culture manga en fait et animé qui nous relie. Puis même, de toute façon, tous les gens comme moi qui programmaient et tout à cette époque-là, on était plutôt avec notre truc. Chacun était dans son coin. On inventait, voilà. Donc après, on regardait les jeux des autres quand ça sortait à côté. Donc en fait, on découvrait les autres cultures, mais pas du tout à travers les gens, à travers les jeux. Ça se faisait concurrence un peu entre programmeurs français. Il y avait une grosse scène de programmation française. Elle n'a jamais disparu, surtout nous à Lyon, puisque finalement Lyon est devenu le refuge de beaucoup de monde lorsque dans les années 90 ça s'est industrialisé et qu'il y a eu beaucoup de sous-traitants qui se sont repliés sur Lyon, ou en tout cas installés sur Lyon.
Mais ça se l'a comparé un peu avec Paul Cuisset, par exemple, avec d'autres. C'était quoi vos rapports les uns les autres? À chaque fois, déjà, on s'entendait déjà. Il faut dire qu'à l'époque, on disait même pas trop forcément qu'on faisait des jeux vidéo parce que c'était plutôt mal vu par le grand public. C'est comme la télé essayait de diaboliser les gens des jeux vidéo parce que ça prenait la télévision. Donc du coup, pendant ce temps, on regardait pas la télévision. Donc du coup, ils ont vraiment diabolisé ça. Il y a eu des moments où on me demandait qu'est-ce que tu fais. Je disais informatique. Je disais pas jeux vidéo parce que c'était pas super. Programmeur. Et en fait, du coup, l'avantage, c'est que quand on se rencontrait avec Paul, Eric, tout ça, ou après même, je connais pas mal de gens de cette époque, où j'ai les Jordan Mechner, qui habite en France maintenant d'ailleurs, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Et l'avantage, c'est que quand on rencontrait ces gens-là, en gros, tout de suite, il y avait une sorte d'amitié, de complicité, parce qu'en gros, tu fais des jeux. Oui, mais moi aussi, je fais des jeux, quoi. Donc, on fait des jeux. Du coup, donc, c'est sympa, on fait des jeux. Non, mais voilà, et sans côté ni star, ni rien, ni quoi que ce soit, tu sais ce que c'est toi aussi. C'est-à-dire qu'en gros, quand t'étais gamin, tu t'enfermais dans ta chambre tout seul avec ton ordinateur, et puis t'étais le roi du monde. Et puis, donc voilà, qu'on est à peu près tous pareils, les gens de cette époque-là, parce que qu'est-ce qui nous a poussé à effectivement se lancer? Parce que c'est des heures de boulot tout seul dans sa chambre. Et voilà, et donc on se retrouve on se retrouvait comme ça du coup très très facilement. Et du coup, il y avait effectivement cette compétition. C'est-à-dire qu'en gros, je vais faire mieux que le copain. Et donc c'était c'était le côté un peu compétition de démo maker. Donc après, alors parce qu'il y avait aussi la compétition entre les démo makers et les gens qui faisaient des jeux. C'est-à-dire que chacun démontre dénigrer l'autre, parce que pour les programmeurs de jeux, quand tu fais un jeu, c'est pas juste un bout avec un effet. Je vais retomber dans le truc. C'est pas juste un effet spécial où tu prends toute la mémoire, où tu prends toute la mémoire pour faire ton truc. T'as tout un jeu à rentrer dedans et tout, c'est compliqué. Alors que les démo makers, eux, pour faire un effet, ils prennent toute la mémoire et tout, donc c'est super bluffant. Mais du coup, voilà, eux, ils dénigraient les jeux en disant qu'est-ce qu'ils s'emmerdent à faire tout ça, c'est moche. Et les mecs des jeux disaient ouais, c'est super, ta démo, t'as pris toute la mémoire pour faire un scroll. Moi, j'ai tout un jeu à faire rentrer dedans. Donc il y avait cette guéguerre. Et puis après, entre les programmeurs, c'était moi je vais afficher plus de ça que toi, et je vais comme un côté compétition, alors très fraternel, hein, c'était c'est une communauté, en fait. Mais ça sombrait quand même, ceci étant, hein, mais non, c'était il y avait ce côté compète de se dire je vais faire mieux que le copain, plus de sprite, plus de polygones, une émulation, quoi. C'était une émulation. Oui, mais voilà, c'était plutôt sain en fait, quoi. C'était mais il y avait effectivement ce côté très techno, c'est-à-dire qu'on était obligé d'être très techno. Maintenant, on peut imaginer un jeu vraiment complètement pour son histoire ou les graphismes ou des choses comme ça. À l'époque, on ne pouvait pas, on était obligé de penser à tout ça de manière beaucoup plus simple que maintenant, parce qu'il y avait moins de possibilités, mais la techno était forcément très très présente, puisqu'il fallait arriver à tirer parti de choses des machines qui faisaient pas grand-chose. Et du coup, comme tu pouvais pas forcément en parler à grand monde, parce qu'à l'époque, c'est vrai que c'était très... Enfin, les gens supportaient pas trop l'informatique, les jeux vidéo, tout ça, ça passait pas, c'était très mal vu. Du coup, quand tu te retrouvais avec des gens, comme tu disais, avec par exemple Jordan ou autre, du coup, vous deviez discuter de trucs, parce que vous étiez des passionnés avant d'être des professionnels en réalité. Donc du coup, tu devais te retrouver à discuter des nouvelles avancées que lui ou toi avait faites, et à papoter en fait des heures. Ouais, ou même quelque part pas forcément. C'était juste beaucoup le plaisir de trouver quelqu'un comme soi, peut-être aussi, qui comprenait notre univers. Donc oui. Donc ça, après, on peut le relier à plein de passions. Hein. Même nous, quand on a commencé l'animation, les mangas au milieu des années 90, tu vois. Au début des années 90, c'était un peu ça aussi. On cherchait des gens finalement avec qui partager des choses. Donc c'est la même chose. En fait, oui, du coup, je pense que du coup, encore plus avant, ça correspond même à tous les domaines. Qui peuvent, dès que tu trouves des gens qui sont dans le même milieu que toi, où c'est une passion absolument dévorante, du coup, t'es content de trouver d'autres malades mentaux qui ont la même maladie que toi, quoi. C'est malheureusement tout le temps qu'on a, parce qu'il est déjà 9h55. On rappelle que Frédéric Rénal est en pleine campagne de financement participatif, de crowdfunding pour le jeu Popcorn Duel, avec les spinners aussi, spinners fabriqués par notre invité de ce matin. Il y a le premier proto, tout fait à la maison, imprimante 3D. Exact, avec imprimante 3D, exactement, tout à fait. Donc, pour retrouver ça sur Kickstarter, tapez bien Popcorn Duel. Popcorn Duel. Beaucoup plus simple. Parce que j'ai fait le test.
tapez bien Popcorn Duel, ça sera immédiat. Vous mettez Frédéric Rénal Kickstarter et vous tombez sur sur la. Ouais, après il y a l'orthographe, donc Popcorn Duel. Popcorn Duel. L'orthographe c'est plus simple. Mega Drive, exactement. Juste avant qu'on se quitte, puisque ce sera la sélection d'Elias pour se quitter, et je fais mes excuses auprès de Adore et de Michel Michina, dont on passera les chansons la semaine prochaine. Adore qui vient de sortir un single. On parle d'artistes franco-japonais, donc c'est pour le coup à Muteki, on est quand même en première ligne pour passer leur dernière création. Adore a sorti la semaine dernière le single Sun on Clouds, ce sera donc pour la semaine prochaine, et Michel Michina a sorti hier soir un nouvel EP qui s'appelle Chemin de Soi, et là aussi ce sera pour la semaine prochaine. On termine avec donc la sélection d'Elias, mais avant ça on rappelle qu'il y aura aussi le festival Warp Zone qui se passera les 25 et 26 avril à Lyon. Est-ce que tu y seras? Oui, j'y serai, oui, avec des démos justement de Popcorn pour ceux qui veulent essayer de jouer et qui veulent venir jouer et découvrir le jeu. Du coup, le Kickstarter sera encore et le Kickstarter actif, sera donc, encore actif. Tout à fait. Les gens pourront venir te voir et discuter avec toi. Mais d'ailleurs, là, tous les fans de rétro gaming et tout ça, il faut venir absolument. Et alors, c'est où? Au Warp Zone de. C'est à la salle. Moi, je l'appelle la salle du Canal, mais c'est pas son nom exactement, mais c'est la salle qui est juste à côté de la gare de Givors Canal. Et ça se passe dans la région, ouais. Donc voilà, Givors. Vraiment juste à côté de la gare. Ça se passe les 25 et 26 avril prochains, donc. Et avant ça, Polo est en ce moment là du côté du Mégarama, le cinéma de Givors, pour une animation autour de la sortie de Super Mario Galaxy, le film. C'est aujourd'hui et c'est demain, de 13h à 19h pour aujourd'hui, de 10h à 16h pour demain, avec une expo Mario jouable, évidemment, avec plein de jeux Mario dispo là au Mégarama de Givors, avant ou après. Allez voir le film en famille, évidemment. Eh ben Frédéric Rénal, merci. Merci à vous. Alors, je tiens quand même à le dire, Frédéric Rénal, une personne à l'aise au micro. Hein. Mais clairement. Ce qui n'est pas été si tu savais, ça a pris des années. On aurait pu faire une émission de 6 heures à peu près. Avec plaisir. Et tu reviens quand tu veux. T'as déjà fait de la radio? T'as déjà fait de la radio ou... Ma dernière radio que j'ai fait, c'était comme ça, Radio Brive en 1980 et quelques. Ah oui, donc les radios libres, quoi. Radio libre. Donc quand ça ne passe pas, enfin je veux dire ça. Non, et puis j'étais pas du tout à l'aise et tout à l'époque. Non, mais ça fait. Et là je te rassure, c'est pas mon métier, ça a changé, je te rassure. Radio Canu, pas tant que ça. On a un peu plus d'électronique, voilà tout, mais. Non, mais son aisance au micro. Voilà. On se quitte avec ça, c'est le thème de Monster Hunter, Proof of a Hero, Masato Koda, c'est la sélection d'Elias. On lui fait des gros bisous aussi, parce qu'il n'a pas pu venir, il est un peu malade. Nous, on se dit la semaine prochaine, et toi, on te dit, comme dit la formule consacrée, on te dit merde, évidemment, avec toute l'amitié qu'on. Et de toute façon, on va suivre ça un petit peu. On passera peut-être te voir aussi fin avril. Merci, j'espère bien que vous venez à la Warp Zone. Merci encore d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité, c'était super. Et à très bientôt, du coup. Tu reviendras. Tu reviens quand tu veux. Plaisir. Portez-vous bien, vive le son japonais, vive le jeu vidéo. Et Matane. Faudra prévoir une émission un peu plus longue quand même. Ouais, carrément. Ce jour-là, mais. Et portez-vous bien, ciao. Ciao, Matane. À la semaine prochaine.